Bonjour tout le monde. Hello, Coucou. c'est de retour. Bah, écoutez, je crois qu'on va pouvoir commencer. Euh, on est déjà, ouais, on est déjà assez nombreuses et ensuite les personnes pourront reprendre en cours de route parce qu'on a 1 heure pour cet événement et ça va passer très très vite parce qu'on a plein de choses à dire. Donc alors déjà, bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire sur le retour de congé maternité. Donc c'est co-organisé par Chance et par Vox. Donc pour me présenter, donc moi c'est Fazna, je travaille chez Chance et donc j'ai le plaisir d'animer cet événement donc avec deux invités hyper inspirantes qui sont Emmanuel et Léonore. Et donc Léonore, fondatrice de Vox, que vous connaissez sans doute déjà, et Emmanuel qui est coach chez Chance et fondatrice de Mama Powa. Alors, merci à vous deux d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler d'un sujet qui est essentiel et qui impacte la vie de nombreuses femmes. Donc, c'est le retour au travail après le congé maternité. C'est une période de transition qui peut être source de questionnement, qui peut être source de réajustement et de plein d'émotions. Et donc, nous, le programme aujourd'hui, concrètement, ça va être de passer donc 45 minutes ensemble à vous partager donc des tips, des conseils, des axes de réflexion pour vous aider à aborder cette étape donc en douceur et de manière hyper sereine. Et donc voilà, ce live il sera interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à interagir. Moi, je pourrais relayer tout au long de l'événement donc à Emmanuel et à Léonore. Et on répondra à vos questions. Donc, on aura 15 minutes à la fin pour y répondre. Donc voilà, et pour vous présenter très rapidement Chance et Vox, donc pourquoi nous on aborde ce sujet aujourd'hui. Donc tout d'abord parce que le sujet de la maternité, c'est un chamboulement perso, mais ça a aussi un vrai impact sur la carrière. Et nous, chez Chance, ce qu'on constate, c'est qu'on accompagne beaucoup de femmes qui, au retour de congé mat, ressentent le besoin de redéfinir leur trajectoire pro et perso parfois. Et Vox, quant à eux, propose une newsletter quotidienne d'actu qui permet donc à plus de 73 000 femmes de suivre l'actualité et de recevoir donc en plus des outils, des conseils et des formations pragmatiques dédiées à l'empowerment féminin. Donc l'idée, c'est de construire une société qui soit plus éclairée et plus égalitaire. Donc voilà. Et en attendant, n'hésitez pas dans le chat, en attendant que tout le monde nous rejoigne, à nous dire un peu où vous en êtes, si vous êtes en congé mat, si vous venez, voilà, si vous êtes enceinte, si vous êtes en projet bébé, et ce qui vous a amené du coup à vous inscrire à cet événement. Et on va pouvoir démarrer tout de suite avec Léonore sur le constat que tu as fait sur la maternité. Tout à fait. Merci beaucoup, Fazna. Merci à Emmanuel pour ta confiance aussi d'être là et à tous celles et ceux qui nous suivent. Euh, Effectivement, la maternité, c'est un sujet auquel on s'intéresse vraiment particulièrement chez Vox parce que tu l'as dit, nous notre ambition, c'est de construire une société qui est plus égalitaire. Pour ça, on s'est dit que bah, en fait, il fallait aider les femmes de notre génération. Donc, notre génération, c'est celles qu'on appellera les millennials, les femmes qui sont nées entre les années 80 et 2000. Donc, le gros de ces femmes aujourd'hui, à la trentaine d'années, et qu'est-ce qui se passe à la trentaine d'années? Très souvent, les femmes deviennent mères. Et en fait, la maternité, c'est un sujet qui est super important quand on regarde les inégalités entre les genres parce que ça a été prouvé par la dernière prix Nobel d'économie, enfin celle de 2024, oui c'est ça, 2023, pardon, qui s'appelle Claudia Goldin, qui est une chercheuse américaine, qui a analysé l'arrivée des femmes sur le marché du travail depuis 200 ans et qui a regardé quel impact la naissance du premier enfant avait sur la carrière. Et ce qu'elle a mis au jour, c'est qu'il existe ce qu'on appelle une pénalité maternelle, de motherhood penalty, c'est ça qu'elle l'appelle. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir de la naissance du premier enfant, les hommes vont avoir une carrière qui va monter, pendant que les femmes vont avoir une carrière qui va descendre un peu et qui va jamais, les deux lignes ne vont jamais se retrouver. Globalement, si on regarde juste à 5 ans après le premier, la femme va gagner 20% de moins que ce qu'elle gagnerait si elle n'avait pas eu d'enfant. Et l'homme gagne 5% de plus. La faute à quoi Vous le savez sans doute, vous vous en doutez, c'est que les femmes se chargent de
l'immense majorité des tâches relatives aux enfants. Même s'il y a des évolutions, même s'il y a des exceptions, etc. Quand on regarde le fait social, dans notre monde occidental, les femmes sont encore largement en charge des tâches relatives aux enfants, relatives au foyer. Donc, quand vous êtes stressé par l'idée de devenir mère et de ce que ça peut avoir comme impact sur votre travail, sur vous personnellement et sur la façon dont la société vous considère, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que, en fait, vos craintes, elles sont plutôt fondées par les chiffres. Et si on se demande, en fait, pourquoi est-ce qu'on continue à avoir ces inégalités, en fait, la raison de base, c'est que la société, elle ne s'est pas complètement réorganisée, en fait, autour du fait que aujourd'hui, la majorité des femmes et des mères travaillent. C'était pas le cas, en fait, il y a encore 60 ans. Et donc, c'est hyper logique que on ait des questions qu'on se pose en tant que mère, future mère ou wannabe mère sur sa place au travail, la place qu'on a envie d'accorder au travail dans notre vie, la façon d'équilibrer une vie pro ambitieuse et une vie perso, une maternité épanouie. En fait, on est toute une génération à se poser ces questions. Donc, ça, c'était le message. Vous n'êtes pas seul. Pour paraphraser Marine Lenardi. Et donc, en fait, on peut regarder la reprise, si on la considère dans le contexte de la maternité au global, en fait, on pourrait considérer qu'il y a le premier trimestre, qui est le premier trimestre de grossesse, qui est un trimestre qui peut être un peu compliqué chez pas mal de mères, notamment parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est un trimestre un peu tabou. Il y a le deuxième qui peut, pour le coup, être un peu le moment de glow, le troisième qui peut être un peu pénible, et le quatrième qui va être celui de la pause, en fait, du congé, et le cinquième qui va être celui du retour au bureau. Alors au bureau ou en tout cas à son activité. Et là, on voit à peu près trois cas de figure. Il y a les femmes qui vont retrouver leur job, même pourquoi pas être promues. Elles ont des ajustements parce qu'évidemment, on a des contraintes qui sont, notamment des contraintes d'organisation qui sont différentes, mais voilà, disons que ça roule. Il y a les deuxièmes qui vont retrouver leur job, mais en fait, qui vont arriver au bureau et se sentir un peu désalignées. Elles retrouvent plus le sens. Il y a plein de questionnements identitaires, en fait, de bouleversements dans le bouleversement, qui vont faire que on a un peu plus de 50% des femmes qui envisagent de changer de travail dans les 2 mois qui suivent leur retour au taf. C'est 65% le chiffre exact. Donc c'est quand même assez important. Encore une fois, donc vous n'êtes pas seul. Et ensuite, il y a le troisième type qui est plus problématique encore, qui va être qu'il y a certaines femmes qui vont revenir au bureau et elles vont pas retrouver en fait leur ancien scope, elles vont pas retrouver leur ancien job, pas retrouver leur ancien niveau de responsabilité et parfois pas retrouver leur salaire. Et donc, résultat, ça leur fait perdre confiance en elles et dans leur entreprise. Ça fait qu'elles passent un congé maternité stressant. Et ça, c'est pas idéal. Et on va essayer de donner des tips justement pour aider dans ce cas-là. Il y a, et il faut que je le mentionne parce que c'est important, il y a aussi parfois des situations qui peuvent aller jusqu'à un niveau assez problématique de burn-out parental. Alors, le but, c'est pas ici de vous faire peur, mais c'est de prendre la mesure, encore une fois, de ce sujet dont on parle pas très souvent, mais qui pour autant est extrêmement commun. On a quand même une femme sur 6 qui fait une dépression postpartum. On estime que ce chiffre est probablement sous-évalué. Emmanuel, tu disais tout à l'heure que c'était sans doute probablement plus proche de 1 sur 4. Voilà.
Ça peut aller loin et dans ce cas-là, il faut évidemment absolument se faire aider. Mais voilà, sachez que ce n'est pas parce que vous êtes nul que vous retrouvez dans ce cas-là. C'est hyper commun et c'est important d'en parler. Donc là, on va avoir trois axes de réflexion en fait pour suivre pour répondre en fait à ces différentes situations. On va voir ce que la loi et l'entreprise peuvent faire pour toi quand tu reviens au boulot. On va voir ce que Plus One, ton coparent, la personne avec qui tu es en couple, avec qui tu fais cet enfant, si il y a cette personne, peut faire pour toi. Et ensuite, on va voir ce que toi-même, tu peux faire pour toi dans cette situation. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas seul, on va vous aider. Voilà, est-ce que j'enchaîne directement avec ce que ton taf peut faire pour toi? Oui, complètement. Eh bien, c'est parti. Je sais pas s'il y en a qui ont répondu pour nous dire s'il y en avait qui étaient en période avant la grossesse ou pas. Ouais. Alors, on a plusieurs cas de figure. Donc, on a donc des personnes qui sont actuellement enceintes. Donc, c'est notamment le cas de Coralie, Alice. On a des personnes qui sont en retour au taf depuis déjà quelques semaines. Donc, et on a des toutes jeunes mamans qui ont accouché en janvier. Donc voilà, on a de tout parmi les participantes et du coup beaucoup de questions qui se posent, beaucoup d'appréhension aussi par rapport au retour au travail, notamment aussi pour les personnes qui envisagent de rechercher un nouveau travail à l'issue du congé maternité, parce que c'est aussi des questions qui se posent et des mamans en recherche d'emploi. Donc, voilà. Ok, super. Bon, dans ce cas-là, peut-être pour répondre à l'ensemble des situations, on a des droits. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des droits. Bon, la mauvaise, c'est qu'il y a des parties, des moments de la maternité qui sont plus ou moins couvertes au niveau des droits. Mais si on regarde dans le moment où on est en désir de grossesse, donc on n'est pas encore enceinte, et on peut être potentiellement soit en désir de grossesse naturel, c'est-à-dire au début du process, soit en parcours de PMA. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du tout obligé d'en parler. Légalement, on n'est pas du tout tenu de le dire. Et d'ailleurs, le conseil, ce serait plutôt de ne pas le dire. Ceci dit, si on le fait, parce qu'on a envie de le faire, ou parce qu'on se sent mieux comme ça, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a besoin d'avoir des aménagements, etc. Si on le fait, il vaut mieux l'écrire pour se baquer, pour pouvoir prouver, si jamais il y a un problème, un abus derrière, pouvoir prouver qu'on a dit qu'on était dans un process. Écrire, Léonore? Écrire un mail, c'est-à-dire une fois qu'on en a parlé, on écrit un mail, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je suis en parcours PMA. Voilà, je vais tout faire pour que ça n'ait pas d'impact sur mon travail, mais voilà. Tu peut-être juste tu le dis que tu l'écris que tu l'as dit. Une façon de montrer que que ton employeur est au courant. Ok. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a pas mal de contentieux où en fait il y a des personnes en PMA qui se font virer. Donc, si on se fait convoquer pour être viré, qu'on est pendant la PMA et qu'il s'avère qu'on est enceinte, on a 15 jours pour envoyer un certificat de grossesse et annuler le licenciement. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Une fois qu'on est enceinte, si tout a bien marché, super, bravo, on n'a pas d'obligation pour le dire au bout de 3 mois. On pense souvent que on doit le dire. En fait, le bon moment pour le dire, c'est le vôtre. La seule obligation légale qu'on a, c'est de prévenir qu'on va partir en congé mat et de quand à quand. Donc après, voilà, c'est évidemment en bonne intelligence avec votre équipe. Vous n'avez pas envie de leur dire la veille du congé mat, ah by the way, je serai pas là pendant 3 mois. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de le dire tout de suite si on n'a pas envie. Si on pense que ça peut nous porter préjudice, etc.
Pendant le congé mat, il y a un droit qui est un peu le droit de base, qui va être le droit à la déconnexion. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas être jointe pendant le congé mat, si vous ne souhaitez pas, évidemment, vous avez le droit de ne pas être là du tout. Ça s'applique aussi au congé paternité, surtout la partie du congé paternité qui est obligatoire, des 7 jours, un peu moins sur les 28. En réalité, ils sont moins protégés le reste des jours, puisqu'ils ne sont pas obligatoires. Si ensuite on va à la reprise, qui est le gros du sujet qui nous intéresse ici, en gros, je dirais qu'il y a 3 gros sujets à avoir en tête. Le concept de la non-discrimination et du retour à un poste identique. Je vais en parler un peu plus. Le fait d'avoir droit aux mêmes rattrapages salariaux, aux mêmes bonus, donc au niveau, d'être égalitaire avec le reste de l'équipe qui n'est pas partie en congé maternité. Et enfin, le dernier droit de base, c'est celui d'avoir un entretien RH à son retour. Voilà, ça il y en a d'autres. Je vous laisserai les creuser. Et il y a notamment le bouquin d'Elise Fabing qui s'appelle Ça commence avec la boule au ventre, qui est une avocate pénaliste spécialisée dans les sujets de droit du travail. Oui, c'est ça. Spécialisée dans les droits du travail et notamment les sujets qui touchent aux femmes et à la maternité. Je vous recommande de regarder ce bouquin parce qu'elle fait une liste vachement plus élaborée. Mais en gros, voilà, c'est ces 3, moi, que je retiendrai si j'étais vous. Donc, le sujet du poste identique, c'est très souvent le cœur du stress pendant le congé maternité. On se dit, j'ai été remplacée, si ça se trouve, la personne, elle est super, et puis moi, à mon retour, en fait, je vais être son assistante. Ce qu'on peut faire pour s'assurer de déjà la définition de poste identique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut dire, bah oui, tu gagnes pareil. Oui, tu fais plus rien, mais tu gagnes pareil. Donc, c'est un poste identique. Il y a évidemment pas de définition exacte et c'est dans la zone grise qu'on voit des difficultés. Ce qu'on peut faire en amont, c'est de demander, si ça n'a pas été fait, une mise à jour de la fiche de poste, de sa fiche de poste dans son contrat de travail via des avenants. Donc, via un avenant. Donc, c'est-à-dire, si ça se trouve, vous êtes entré dans votre boîte il y a genre 3 ans. Il y a eu un contrat de travail au début qui décrit rapidement vos missions. Mais depuis, peut-être que vous avez une promotion, vous avez changé de titre, vous êtes passé manager, vous êtes passé directrice, etc. Vous avez peut-être aussi évolué en termes de responsabilité. Vous occupiez peut-être que d'une région, maintenant vous occupez de toute la France. Voilà. Et puis souvent, ce sont des changements qui se font un peu comme ça, de manière informelle. Mais c'est pas mal de les inscrire dans votre contrat de travail. Donc, vous demandez à votre employeur de faire un avenant, simplement pour mentionner toutes ces choses qui ont évolué depuis votre contrat. Normalement, il ne devrait pas vous le refuser puisque c'est déjà acté. Et finalement, c'est simplement la manière de s'assurer qu'on comprend tous les deux la même chose par qu'est-ce que mon poste. Et donc, dans cette définition, il peut y avoir écrit « je manage 6 personnes ». Voilà, de tel type, de statut. Par exemple, 6 personnes qui sont en CDI, qui ont 2 ans d'expérience et pas 6 stagiaires. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on peut, on peut aller quand même assez loin. Si l'employeur vous dit ah non mais j'ai flemme, on n'a pas le temps, on est une toute petite structure, on peut pas faire la mise à jour, écrivez-le dans un mail, validez que l'autre a bien reçu. Ce qui est important, c'est de poser les choses. Et pour vous et pour l'employeur, si c'est pas fait de la manière ultra cadrée, c'est pas grave. Ce serait mieux, mais au moins posez-le. Voilà pour la partie post-identique. Sur le sujet, les rattrapages salariaux et les bonus. Alors, je le disais tout à l'heure, le sujet avec les inégalités à partir de la naissance du premier enfant, c'est que la femme, elle va très probablement réduire son temps de travail. Donc, on est entre 40 et 50% des femmes qui vont changer leur temps de travail après la naissance du premier enfant.
ou même plus tard dans leur parcours de maternité. Voire arrêter complètement, mais c'est de plus en plus rare. Donc, quand on réduit son temps de travail, et ben souvent on va se dire non, mais c'est quand même normal que j'aille pas en plus demander du salaire, enfin un rattrapage salarial. Et puis bon, finalement, mon employeur me propose d'avoir qu'une petite partie du bonus. Ça paraît normal. Ça ne l'est pas, et d'ailleurs, ça n'est pas légal. Donc, si par exemple toute votre entreprise a bénéficié d'une prime annuelle, et ben vous avez le droit aussi à cette prime, même si vous n'étiez pas là. Donc, demandez-la, parce que si ça peut vous détendre sur ce sujet, les mecs qui reviennent de congé paternité quand ils ont pris leurs 28 jours, ils demandent le rattrapage de bonus, ça semble normal à tout le monde. Faites pareil. Comportez-vous comme votre mec. Enfin, là, non, mais en fait, faut pas hésiter. Et puis, au pire, il faut un petit peu négocier, mais c'est votre droit, donc allez le chercher. S'il y a eu des évolutions salariales pendant votre absence, demandez le rattrapage salarial à votre retour et même prévoyez en amont de votre départ d'avoir la discussion sur le rattrapage salarial. Ça peut être pendant le moment où vous avez votre entretien RH. Ça peut être un peu après, mais voilà. Vous y avez droit, demandez-le. Et justement, Léonore, tu mentionnais donc, faire un peu comme le mec et donc comme le plus un éventuel. Lui aussi, cette personne-là, qui peut être un homme ou une femme d'ailleurs, quel est son rôle à jouer pour accompagner cette transition au mieux et faire en sorte que ça se passe bien? Tout à fait. Tu veux que j'accélère, Fasna. Exact. Mais avant ça, je dois quand même dire ce que tu peux demander à ton entreprise. J'irai plus vite sur le plus one. Parfait. Donc ça, c'est sur la partie légale, c'est clair. Ensuite, il y a tout ce qui n'est pas écrit dans la loi, mais que vous pouvez faire mettre en place par votre entreprise. En gros, la boîte, elle a un gros rôle dans la planification de votre retour. Elle a un gros rôle pour que ça se passe bien, que vous n'ayez pas l'impression de débarquer dans un truc que vous connaissez plus, avec des gens que vous connaissez plus, avec une machine à café qui a changé de code. Enfin voilà. Le but, c'est de planifier et communiquer le plus possible pour que vous soyez pas pendant votre congé mat à vous ronger les sangs et vous dire ah, mais dans quoi je vais débarquer. Si la boîte ne fait rien, vous pouvez prendre les devants. Donc j'ai plusieurs idées de ce que vous pourriez demander à votre boîte. Donc on a dit, vous avez écrit votre fiche de poste, ok. Vous pourriez très bien aussi écrire votre fiche de poste telle que vous la prévoyez à votre retour. Vous pourriez dire, moi je pense qu'à mon retour, je vais devoir m'occuper un peu plus de ça, un peu plus de ça, un peu plus de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Vous faites un récap écrit. Vous l'envoyez par email. N'hésitez pas à demander ils ont prévu, par exemple, de supprimer votre poste à votre retour. En fait, il faut en parler. Vous êtes là, en fait, on est dans une posture constructive. Ma boîte et moi, on a envie de résoudre ensemble cette équation de comment ça va se passer. Vous pouvez demander à votre boîte ou à vos alliés dans la boîte, si les RH sont pas hyper réactifs, de vous faire envoyer une newsletter, ou un mail de récapitulatif, genre 2 semaines avant de votre retour. Voilà ce qui s'est passé pendant ton absence. On a embauché un tel, on a développé tel projet, on a arrêté celui-là, on a gagné tel gros client. Voilà ce à quoi tu peux t'attendre. C'est un truc qui va leur demander un peu de taf, mais qui va tellement fluidifier votre retour que c'est super précieux. Vous êtes carrément en droit de le demander. Vous pouvez demander aussi d'organiser un petit coup de fil 1 semaine avant le retour, disons. Sachant que vous pouvez toujours avoir le bonus. Écoute, si je le sens pas, si je le sens pas, je peux t'écrire un mail en te disant, je le ferai pas le coup de fil. Parce que je suis débordée, j'ai d'autres trucs à faire et tout. Vous pouvez toujours bail out, mais demandez-le. Vous pouvez déjà, à votre départ, dire, OK, je vais rentrer à telle date, je vous propose qu'on planifie tout de suite les réunions de retour, de re-onboarding. En fait, vous allez demander à votre boîte de vous re-onboarder comme si vous étiez nouvelle dans la boîte. Et on peut se dire que ce re-onboarding, en fait, il va durer, attention, 6 mois à 1 an. Parce que vous êtes parti peut-être 3 mois, mais dans la plupart des cas, vous êtes parti 6 mois. Donc,
En fait, rattraper 6 mois, ça prend du temps. Et en fait, il faut qu'on vous considère comme une nouvelle recrue, même si vous ne l'êtes pas. Donc, vous pourriez très bien, dans ce re-onboarding, prévoir différentes réunions de retour. Donc, avec un échéancier des rendez-vous, c'est-à-dire semaine 1, je discute avec mon N+1. Semaine 2, je discute avec mon équipe. Semaine 3, avec tel autre département, etc., etc. Et là-dedans, vous intégrez bien sûr les discussions. Typiquement, à moi+1, je veux avoir une discussion sur les augmentations et bonus. Et ça, vous pouvez le prévoir en amont. C'est complètement OK. Avec vos alliés, vous pouvez aussi demander tout de suite qu'il n'y ait pas des réunions dès votre premier jour de retour, parce que ça arrive, à 8h30 et 19h. Ça va être déjà un gros bouleversement. Si on peut en plus vous éviter d'avoir une journée de 45 heures le jour du retour, c'est mieux. Et vous pouvez aussi négocier un retour qui est progressif en termes d'horaire. Alors, évidemment, l'employeur n'est pas du tout obligé d'accepter. Et peut-être qu'il n'en a pas la marge de manœuvre, mais vous pouvez essayer de négocier un 80%, payer 100% pendant le premier mois, par exemple. Ou peut-être qu'au début, vous négociez de faire un jour de TT. Enfin, voilà, ça se négocie. Pour plus d'idées là-dessus, je vous recommande de télécharger le guide du Parental Challenge. Il y a 12 mesures. Vous pouvez le lire et l'envoyer à vos RH. Je résume ensuite rapidement ce que vous pouvez demander à faire à votre +1, donc la personne avec qui vous avez eu cet enfant. Ok. Et juste pour info, Léonore, il nous reste 20 minutes. Ouais. Ouais. Je vais passer direct après là-dessus. Ok, parfait. Mais merci beaucoup. En tout cas, c'est hyper intéressant. On le sait, les femmes font la majeure partie du travail et en fait, ce n'est pas une fatalité. Donc, on peut trouver des solutions. Évidemment, le Graal du Graal du Graal, c'est de parler de la répartition des tâches en couple avant la naissance. Ça, c'est le mieux. Ce que je vous recommande pour le faire, vous pouvez checker l'asso et le compte Instagram qui s'appelle Paye ta charge mentale. Ils ont tout un tableur qui va vous permettre d'évaluer ce que vous faites, d'évaluer ce que l'autre personne fait et en fait de comparer. Ça fait chier tout le monde de faire des comptes d'apothicaire en couple parce qu'on s'aime et qu'on n'a pas que ça à faire. Mais en fait, faites-le. Faites-le parce que ça permet déjà vous de vous rendre compte de tout ce que vous faites, que vous pensez que vous ne faites, qui vous prend 5 minutes, en fait, ça prend 2 heures. Et que l'autre prenne conscience aussi de tout ce que vous faites. Ensuite, là-dessus, vous allez voir, c'est tellement clair une fois que vous l'avez noir sur blanc. Et si vous voulez pas passer avec un truc aussi complexe que un tableur, etc., que vous voulez juste faire une liste, vous prenez item par item et vous rajoutez des trucs genre, par exemple, faire une machine. Il y a aussi penser à faire une machine. Rappeler à l'autre de descendre la poubelle. En fait, ça peut être des items. Et il faut les lister parce que tout ça, ça fait que ça explose votre charge mentale et que 50% des burn-out féminins sont liés à la charge mentale parentale et professionnelle. Donc, c'est pas absurde de poser ces choses. Il y a une première étape qu'on peut faire pour rééquilibrer, c'est déjà en fait compenser par ne serait-ce que des mots de reconnaissance. C'est-à-dire, de la même façon que vous dites souvent à +1, trop sympa d'avoir fait ça, assurez-vous que cette personne vous dise la même chose. Et n'hésitez pas à dire, aujourd'hui, j'ai fait ça, 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 ça. Ça a l'air d'être un truc de mégère, mais en fait, c'est une façon de faire prendre conscience de ce qu'on fait. Voilà. Et après, évidemment, une fois que vous avez fait la liste, vous pouvez essayer de vous distribuer de manière équitable. Et c'est OK de le poser parce qu'en fait, c'est fondamental pour que vous puissiez profiter aussi de l'informel dans votre taf. Donc, par exemple, 5 allers-retours de crèche chacun, et c'est 5. Et parfois le soir, parfois le matin, les deux, parce que comme ça, moi, si le soir, j'ai envie d'aller prendre un pot avec mes collègues, je profite de l'informel qui peut me faire gagner des points de carrière. Voilà. Je ne vais pas développer davantage là-dessus parce que vous avez compris l'idée. Et je vais tout de suite passer la parole à Emmanuelle. Merci Léonore. Merci Léonore, merci Fazla.
Évidemment, le troisième levier, c'est ce qu'on peut faire vis-à-vis de soi-même. Et souvent, on est les plus durs avec nous-mêmes. C'est-à-dire que Wonder Woman, elle nous poursuit un peu qu'on soit un peu contrôle fric, perfectionniste, que on pense toujours à répondre aux besoins des autres avant les nôtres. Quand la maternité vient rajouter une couche, là, on peut péter en vol, véritablement. Donc, le premier point, c'est vous n'êtes pas Wonder Woman. Personne n'attend à ce que vous le soyez. Donc, faites taire cette petite voix un peu au-dessus de votre épaule qui est jugeante et qui vous dit que vous n'êtes jamais assez et que vous n'êtes jamais parfaite. Non, vous n'êtes jamais parfaite, mais oui, vous êtes assez et vous faites de votre mieux. Mon point, c'est carpe diem. Votre enfant à la reprise, il a 3 mois, il a 6 mois, il a 9 mois. Il n'aura pas toute sa vie cet âge-là. Ses besoins qui sont des besoins impérieux d'un nouveau-né, d'avoir besoin de bras, de chaleur humaine, d'attention, de liens pour créer des connexions, pour s'ouvrir au monde qui l'entoure. Évidemment qu'à 6 mois ou à 6 ans, on n'est pas du tout sur le même type de besoin. Donc, pour moi, le point, c'est aussi de communiquer à votre boss, à vos RH, peut-être à la médecine du travail si c'est nécessaire, que aujourd'hui votre enfant a 3 mois à 6 mois, que vous n'imaginez pas ne pas le voir avant son coucher parce que vous avez besoin de ce fameux temps de qualité avec lui, qui est finalement aussi important pour vous que pour lui. Et donc, du coup, en tout cas pour les prochaines semaines, ne comptez pas sur moi. À 17h30, 18h, je prends mes clics et mes claques et ciao. Et n'hésitez pas à refaire ce point tous les 3 mois parce que vraiment, la première année, année et demie du bébé, entre les régressions du sommeil, entre les évolutions, entre l'acquisition de la motricité, il se passe plein de trucs. Et donc, du coup, updatez proactivement votre boss, votre équipe sur on en est là. Aujourd'hui, moi, mes besoins, c'est ça. Et donc, du coup, mettez en place des choses pour répondre à vos besoins, aux besoins de votre bébé, et partir un quart d'heure ou une demi-heure plus tôt, a priori, changera pas la surface de la Lune. Acceptez aussi d'être en période d'observation. Attention, ça parle à certaines d'entre vous, pas à toutes, je m'explique. C'est-à-dire que le premier jour, quand vous allez revenir au boulot, l'espèce de rentrée, où vous aurez choisi soigneusement vos vêtements la veille, vous aurez fait en sorte qu'ils soient propres sans trace de régurgitation, vous aurez le brushing peut-être un peu pimpant que vous n'avez pas fait depuis 6 mois. Bref, la grande rentrée arrive. Et là, mine de rien, beaucoup de choses à intégrer. Et en fait, c'est OK, dès lors que vous avez mis un orteil au boulot, de pas vouloir reprendre l'intégralité des dossiers que vous avez laissés à la personne qui était en charge de faire la passation en votre absence. C'est OK de pas réonboarder sur toutes les réunions sur lesquelles vous aviez le lead. C'est OK de pas reprendre le lead sur tous les sujets qui dépendaient de votre scope. À vous de voir, et j'ai envie de dire encore une fois, vraiment carpe diem. Un jour, ça va vous sembler une montagne, et puis le lendemain, les choses vont se remettre en place, vous allez réintégrer un certain nombre de choses, vous allez vous prouver à vous-même que vous n'avez pas perdu la main, et que finalement, les choses reviennent assez vite, et donc peu à peu, vous allez pouvoir remonter en puissance. Mais autorisez-vous ce temps d'atterrissage et d'adaptation. On n'en a pas encore parlé, mais c'est un sujet, le mommy brain, qu'on appelle en français dans le texte la mamnésie, l'amnésie de la jeune mère, qui la met un peu dans le brouillard, qui fait qu'elle a toujours besoin de prendre des notes pour se souvenir même de choses complètement élémentaires. C'est pas une vue de l'esprit, non, vous n'avez pas perdu des neurones, néanmoins, votre cerveau, c'est un petit peu, sa physionomie a un petit peu évolué pour, à court terme, répondre aux besoins de votre bébé. Essayez de décrypter ses pleurs. Alors, ça marche pas toujours et on n'est pas une mauvaise mère parce qu'on comprend pas toujours pourquoi son bébé pleure. Mon point, c'est de dire oui, sur des sujets un peu plus stratégiques, qui demandent un peu de hauteur, avec peut-être des compétences transverses, vous aurez peut-être l'impression d'être au ralenti. Et ce ne sera pas qu'une impression. Néanmoins, les filles, c'est réversible. Tout va bien. Step by step, encore une fois, ces troubles cognitifs de la mémoire, ils peuvent mettre quelques semaines, quelques mois à s'en aller. On va pas se mentir, si vos nuits font entre 8 et 12 heures, ça partira probablement un peu plus vite que si vos nuits sont hachées à raison de 2-3 heures par 2-3 heures. Et c'est OK. Deuxième point, apprenez les filles à poser vos limites, à dire non. Alors ça, c'est hyper dur. Non à ce nouveau dossier qui sort de nulle part à rendre pour demain.
Non à cette réunion à 18h. Non à cette invitation chez ta belle-mère, chez notre belle-mère, au demeurant qu'on adore de tout notre cœur, sauf que ce week-end, on avait plus envie d'un rythme un peu cocooning pour essayer de reprendre forme humaine. C'est dur. L'idée, c'est pas de tomber dans la justification excessive. Non, mais tu sais, parce que maintenant, blablabli, blablabla. Non, non, c'est non. Vos besoins de parents, les besoins de votre enfant justifient ce non à eux seuls. Donc, c'est OK de dire non, ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous ne direz pas oui. Et ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise professionnelle ou une mauvaise belle-fille. Le point, comme toujours, comme Léonore l'a dit, c'est identifier vos nouvelles priorités, aborder, communiquer avec votre manager, vos RH, la médecine du travail, parce qu'ils peuvent vous aider à mettre en place des solutions. Exemple, j'ai besoin de plus de flexibilité. Là, je m'en sors pas, j'ai l'impression de courir tout le temps. Et ben, dans certaines boîtes, on peut offrir 1 jour, 2 jours de télétravail en plus. Pareil, avec votre équipe, de communiquer sur, moi, en fait, les réunions entre 8 et 9 et 18 et 19, c'est pas possible. En tout cas, à court terme, je peux pas les assurer. Il faut qu'on trouve, qu'on se rôde avec mon conjoint, mon +1, et dans quelques temps, je reviens vers vous et on voit comment on avance. Et en fait, en discutant, on se rend compte qu'il y a plein de solutions qui peuvent être possibles. Donc, n'ayez pas peur d'aborder des sujets qui vous titillent un peu, mais au demeurant, qui pourraient vous libérer et vous alléger. Dernier point. Mesdames, soyez douces avec vous-même. En fait, on est toujours les plus durs avec soi. Je l'ai dit en guise d'intro, mais en devenant mère, c'est le rapport au temps qui devient complètement différent et la sensation de devoir toujours courir après le temps. Et donc, dans l'équation, le perfectionnisme, c'est votre pire ennemi. Et donc, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, dorénavant, le mindset, c'est je repousse toujours les limites. Il y aura un autre moment qui viendra après pour ça, quand vous aurez un peu plus d'espace, quand votre enfant aura quelques mois de plus. Néanmoins, faire de son mieux, c'est canon. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, je tiens aussi à vous rassurer que 100% des clientes mères que j'ai me disent que avant elles se croyaient efficaces. Mais depuis qu'elles sont mères, l'efficacité est devenue vraiment le corollaire de leur identité. Elles dépotent sur tous les sujets parce que leur rapport au temps, elles ont plus de temps pour pinailler, pour faire des allers-retours, des ajustements de micro-virgules. Non, efficacité et assez rapidement, vous allez le mettre en place. J'ai aucun doute là-dessus. On s'est parlé de la bienveillance bienvenue. En fait, on est toujours les plus durs avec soi et l'idée, c'est plutôt de se parler, de se considérer comme sa meilleure amie qui serait en galère ou son enfant qui fait pas mal d'erreurs, qui, avant de savoir marcher, fait à peu près 1000 chutes. En fait, c'est de faire redescendre la pression qu'on se met nous-mêmes. Et encore une fois, le perfectionnisme, ça, c'était avant. C'était pas OK avant, mais c'est encore moins OK maintenant. Mesdames, le cerveau adore voir le verre à moitié vide. Je vous encourage à mettre votre focus sur ces petites victoires du quotidien, pas les grandes réussites de ma boule. Non, on se parle vraiment d'avoir le cheveu propre, d'avoir un vêtement plutôt propre aussi, de boire un café chaud sans être interrompu, dans le silence. Ça peut paraître complètement anecdotique, mais quand on sort d'un postpartum et d'un congé mat, je vous assure que ce genre de petites victoires, on les savoure. Et donc, du coup, mon point, c'est de dire, hackez vous-même votre cerveau qui a plus tendance à voir tous les petits accros, tout ce qui va pas, votre enfant qui était relou, ronchon quand vous l'avez levé ce matin, etc. Tout ce que votre +1 a pas fait. Hackez votre cerveau et voyez toutes ces petites réussites, ces petites choses qui font que c'est pas si pire, c'est plutôt cool en fait, c'est plutôt chouette. Parce que vous êtes merveilleuse. Et je finirai là-dessus. Merci beaucoup, Emmanuelle. Je vois que ça résonne beaucoup dans le chat, parce que, pour te dire rapidement, mais apparemment, beaucoup de femmes se sentent concernées par le mommy brain et ça sonne très, très juste, visiblement. Et on va pouvoir passer donc à la suite qui est sur les tips pour justement gagner en sérénité pendant cette période. Et je crois que Léonore, c'est toi qui commence à nous exposer donc les premiers tips. Tout à fait. En fait, c'est un peu un récapitulatif de ce qu'on a déjà dit, mais donc moi, ce que je propose de retenir, c'est de préparer en amont son re-onboarding.
si vous ne l'avez pas fait et que je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont bientôt revenir au bureau, en fait, il n'est pas trop tard pour bien faire. Si vous êtes là, c'est parce que ça vous tracasse. Donc, c'est OK de faire une liste des rendez-vous que vous aimeriez avoir, de demander à l'entreprise qu'elle vous envoie un petit mail avec le récap de ce qui s'est passé pendant votre absence et d'avertir, comme le disait Emmanuel, que pendant les 3 premières semaines, à 17h30, vous êtes ciao, bye bye. Donc, voilà, prenez les devants en fait. Si l'entreprise ne l'a pas fait pour vous, faites-le. C'est vous qui pourrez le mieux vous servir. Et je vois qu'il y en a qui ont peur de passer pour les chieuses de service. En fait, on s'en cale de passer pour la chieuse de service. Non, mais le sujet, c'est que c'est normal d'avoir peur de passer pour la relou. On nous a appris à respecter les règles, à rester dans les clous et accepter d'être le caillou dans la chaussure de quelqu'un, c'est difficile. C'est normal que vous ressentiez ça, mais en fait, c'est comme ça qu'on obtient des choses qui nous servent. Donc, pensez d'abord à vous et à votre carrière. Un mec, quand il va négocier son salaire, il va tous les jours écrire un mail à son N+1 pour qu'il lui parle de ce qui a été prévu. Il faut accepter d'être le caillou dans la chaussure. Accepter d'être un problème à régler pour votre employeur, si jamais vous avez besoin de cette solution. Et vous allez voir que en fait, les gens vont d'autant plus vous respecter. Ensuite, le deuxième type, c'est vraiment de baliser son poste et ses missions avant de partir. Si, pareil, vous n'avez pas pu le faire avant, en fait, posez-le maintenant ou prenez votre premier jour de retour ou votre première semaine. Dites-vous, après la première semaine, je vais reposer ma fiche de poste et prévenez votre employeur que vous avez prévu de faire ça. 3, le sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais il y a celui de la fatigue. Parce que vous pouvez, quand vous revenez au boulot, il est fort probable que votre enfant ne dorme pas, que vous ayez soit de la fatigue physique, soit de la fatigue émotionnelle, soit les deux. Ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas laisser passer. Parce que, si c'est de la fatigue physique, il y a des solutions pour vous aider à dormir. Ne laissez pas les médecins vous dire « Ah de toute façon, il n'y a rien à faire ». Il y a des solutions, il y a des tas de pros qui peuvent vous aider. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est de vous tourner notamment vers les pros de... nous, il y a une appli partenaire avec qui on bosse pas mal chez Vox qui s'appelle May, qui vous aide à pendant la grossesse et une fois que vous êtes devenu parent, et qui a notamment plein de pros que vous pouvez consulter en direct pour les sujets du sommeil. Faites-le, faites-vous aider et pour les sujets du sommeil des enfants aussi. Ne quittez pas un bureau sans solution. Il y en a. Et si c'est une fatigue psychologique, pareil, c'est pas normal d'être en burn-out. Ne laissez pas ne vous laissez pas arriver dans un moment de souffrance. Et pareil, il y a des solutions. Parlez-en. Et enfin, un truc un peu plus léger, mais quand même super important, c'est quand vous revenez, il y a le petit tip tout bête de revenir en milieu de semaine versus un lundi pour avoir une semaine un peu plus courte. C'est un peu plus doux que la semaine entière. Voilà, c'est les 4 tips que j'avais à donner. Merci Léonore, j'enchaîne. Vas-y. Ma reco également, c'est alors dans un monde idéal, on va pas se mentir, en général quand on reprend, on a vraiment tiré le truc au max, le congé maternité, le congé parental, on a posé des congés, on se retrouve un peu, on n'a plus grand chose. Néanmoins, si vous avez la possibilité de le faire, réfléchissez-y, c'est quelques jours off sans votre enfant avant la reprise du travail. L'idée, c'est de splitter en 2 étapes. Première étape, ok, bébé est en phase d'adaptation avec son mode de garde et vous êtes en phase d'adaptation avec vous-même. Parce qu'en fait, se retrouver chez soi dans du coup une maison qui est vide, qui est silencieuse et où on a l'impression qu'on nous a dépossédé de notre âme parce que mais ce petit bébé qui est tellement petit, je le laisse déjà à d'autres bras, bref, en qu'il minard.
il y a un truc en fait, il faut s'habituer aussi à réintégrer son enveloppe de femme, de futur professionnel, et ça demande éventuellement un petit temps d'adaptation. L'étape 2, c'est bébé au mode de garde et vous qui reprenez le boulot. Et mine de rien d'avoir un sas, mais ça peut être juste 1 jour ou 2 jours, c'est plus simple que tout d'enchaîner, reprise du boulot, plus bébé au mode de garde, et là, votre cerveau vrille. C'est-à-dire que quand vous êtes à la maison, vous pensez au boulot. Quand vous êtes au boulot, vous pensez, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a dormi? Comment il va? Est-ce que je lui manque atrocement? Et là, vous commencez à être en PLS. Donc, l'idée, c'est, comme d'hab, step by step. Plutôt que de voir tout l'escalier, voyez déjà la première marche. Et puis, le lendemain, on commence à la deuxième marche. Deuxième point pour les mères qui allaitent allaitement au sein, anticiper un petit peu la transition allaitement au sein, biberon. Il y a certains bébés qui adorent téter au sein et pour qui prendre un biberon, ça coulera pas forcément de source. C'est le cas de le dire. Voilà, on adore les métaphores comme ça. Mais donc, du coup, ça demande un petit temps d'adaptation. Et par ailleurs, si du coup, vous avez très envie de continuer l'allaitement, et ça, encore une fois, c'est un sujet ultra perso, si vous voulez maintenir une tétée le matin, une tétée le soir, sachant qu'il faut 3 mois en général pour mettre en place un allaitement, et que du coup les choses se régulent. Sachez que si du coup vous enlevez la tétée du midi, la tétée du goûter, il va vous falloir anticiper 7 à 10 jours entre chaque tétée qui va être supprimée, histoire que vous n'ayez pas un engorgement massif ou des douleurs à la poitrine. Donc voilà, faut un tout petit peu anticiper les choses. Et dernier point au sujet des mères qui souhaiteraient continuer à allaiter en reprenant le boulot, c'est possible. Et ça ne nécessite pas forcément toute une organisation. On s'imagine venir avec la valise, le tire-lait, le truc, mais il me faudrait une salle, etc. J'ai beaucoup d'expériences de femmes qui ont continué à allaiter en maintenant matin et soir une tétée avec leur bébé et en journée, elles n'avaient même pas besoin de tirer leur lait et le corps s'adapte. Petit tips pratico-pratique, des repas tout prêts, au congèle, au frigo. Facile, on se prend pas la tête le soir quand on a repris le travail. Bon voilà, on va pas passer encore en plus du temps en cuisine, donc simplifiez-vous la vie un peu comme en postpartum. Avant-dernier point, la loi de Pareto. Vous la connaissez ou pas, mais en gros, on se focus sur les 20% d'efforts au boulot. Mais quelque part, la loi de Pareto dans la vie de tous les jours, ça peut être cool aussi. Ça fait un peu un télo. On se focus sur 20% de boulot qui génère 80% d'impact. C'est-à-dire que cette présentation qui a des enjeux monstrueux, qui va vous permettre de répondre à un appel d'offres et de gagner potentiellement un client, ça c'est on top of the list. En revanche, le truc pour organiser le pot de Ginette qui a lieu dans 3 mois, ça c'est peut-être pas on top of the list. Et donc du coup, à vous de prioriser. Alors il y a aussi la matrice d'Eisenhower, pour celles qui aiment bien un peu fouiner et regarder, c'est de lister par qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Et on délègue, et on s'allège, et on raye de la liste tout ce qui n'est ni urgent ni important. Dernier point, demander de l'aide à ses collègues, à ses amis, à son +1. Non, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, n'est pas une fragilité. Se montrer vulnérable, imparfaite, c'est être courageuse. Si vous devez garder quelque chose, ça me plairait que vous partiez avec ça cet après-midi. C'est du courage de dire là je m'en sors pas, là je n'y arrive pas, là je suis dépassée, j'ai l'impression d'être nulle. Et quelque chose qui peut vous aider à verbaliser ses émotions quand on n'a pas trop eu l'habitude de le faire, c'est la communication non violente. Alors dit comme ça fait un truc un peu théorique, non violente, pourquoi non violente? Bref, mon idole sur le sujet, Thomas Dansembourg. Fazna vous mettra peut-être le petit lien. Il a une chaîne YouTube, il a un compte Insta et surtout il vulgarise cette pensée qui est à la base de Marshall Rosenberg, un Américain, mais il la rend ultra pragmatique dans notre vie de tous les jours. Comment faire part de ses émotions pour ouvrir la discussion et finalement qu'on vienne à notre aide. Je crois que j'ai tout dit. Y a-t-il des questions? Alors, on a plein de questions et merci beaucoup Emmanuel pour ces tips. Merci à toi également Léonore. Et ouais, je vais vous partager. Donc, on a eu plein de questions dans le chat. Alors, je vais vous en partager certaines.
certaines. On a notamment donc Marie qui demandait donc pour les femmes qui ont privilégié la carrière et qui n'ont pas suffisamment développé la vie de couple et familiale, est-ce qu'il existe un programme dans l'autre sens pour retrouver plus de place pour la vie familiale? Oh, waouh. Écoute, j'en ai aucune idée. Pas à ma connaissance. Ouais. Emmanuel, Alors, ça résonne drôlement parce que moi, j'ai créé Mamapowa, justement, en tout cas, mon cabinet de coaching à destination des femmes qui sont souvent mères, qui sont ambitieuses, perfectionnistes et qui ont envie de tout avoir. C'est un vrai sujet, l'équilibre vie pro, vie perso. Sujet lié aussi à la confiance en moi. Est-ce que j'arriverai à être sur tous les plans et comment je vais m'y prendre? Alors, je sais pas si on peut parler d'un programme. En tout cas, se faire accompagner. Moi, mon coaching est dédié à cette espèce d'équilibre et surtout faire descendre la pression et identifier qu'est-ce qui est vraiment important. En fait, à la fin de ma vie, sur quoi je me dirais j'ai réussi et donc sur quoi je vais décider activement en conscience de lâcher prise et sur quoi je vais me focuser parce que aujourd'hui, on veut être mère, on veut être une épouse. En tout cas, si l'envie y est de se réinvestir dans son couple, on peut en avoir envie. On peut être une femme aussi, c'est-à-dire qu'on a parlé de la casquette de professionnelle, de femme, de mère, mais réintégrer aussi qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me rend joyeuse, quelle activité je fais et je vois pas le temps passer et je me sens hyper bien. Alors pour certaines, ça va être une activité hyper manuelle, pour d'autres, ça va être des cours de danse, des cours de sport, mais peu importe, renouer aussi avec vous-même. Parce qu'avant de remplir les rôles qu'on attend de vous, renouer avec vous-même, plus vous vous aimerez, plus vous respecterez, ça passe aussi par poser des limites, plus finalement, vous rayonnerez et vous serez épanoui et aligné. Merci Emmanuel. Et j'ajouterais aussi en parallèle que Chance permet aussi, à travers le programme d'accompagnement, et d'ailleurs, Emmanuel, tu es coach Chance, et donc tu connais très bien ces sujets, mais de vous accompagner aussi pour retrouver l'équilibre entre vie pro et vie perso et un peu réaligner ce qui a besoin de l'être dans votre vie professionnelle. Donc voilà, on avait également une autre question de Mathilde sur la dépression postpartum. Donc la question c'était dépression postpartum ou burn-out parental. Est-ce que c'est la même chose? Non. Alors aucune d'entre nous n'est médecin ici. En tout cas, moi, ce que je peux recommander, c'est si on pense qu'on est dans un état de burn-out, on peut, si en état de dépression postpartum, on peut faire un quiz qui s'appelle le quiz EPDS, Edinburgh Postpartum Depression Scale, qui va, j'ai un lien là, je peux te le poster si tu veux. Tac, voilà, là je l'ai posté, qui va vous donner une idée de à quelle échelle vous en êtes. Et ensuite, si on pense qu'on est proche de cet état, et en fait, il faut en parler à votre sage-femme, votre gynéco, tout médecin qui vous suit et qui saura vous rediriger vers la bonne personne. Encore une fois, si vous avez mail, pareil, il y a des pros directs de santé mentale qui peuvent vous suivre. Donc, prenez-le au sérieux et allez vous faire aider parce qu'il y a plein de solutions. Ouais, merci. Et ça répond également à la question de Julie qui demandait si on se sent proche du burn-out, que conseillez-vous? Et effectivement, se faire aider, se faire accompagner, c'est la clé. Ouais. Et du coup, ça répondait pas complètement à la question, est-ce que c'est la même chose que le burn-out parental? Non, c'est pas exactement la même chose. Le burn-out parental, il est vraiment dû à la conjonction de deux moments, de deux choses fatigantes qui sont le travail plus le fait d'être parent. Ça, c'est ce qui génère un burn-out parental. Tu dirais la même chose, Emmanuel? Je suis hyper alignée, merci Léo. Parfait. Autre question de Léa qui se demandait donc par rapport au statut de chômeur ou le congé mat et le minimum légal, quels sont les tips pour la recherche d'emploi? Doit-on en entretien dire qu'on a un jeune enfant ou pas? Moi, je dirais plutôt que non. En tout cas, on n'est pas obligé. En tout cas, il n'y a aucune obligation légale à raconter sa vie personnelle.
complètement. Donc, moi, je ne le ferai pas, à part si j'ai l'impression que c'est le sujet de conversation et que c'est informel et que la porte est ouverte et que c'est détente. Mais ça n'est absolument pas nécessaire de le faire en entretien. Oui, surtout que ça peut être source de discrimination. Voilà, si on peut éviter de prêter le flanc. Voilà, pas mal. D'un point de vue légal, on a une question d'Hélène sur le droit à la déconnexion pendant le congé mat. Si c'est un droit ou est-ce que c'est une obligation de la part des entreprises? Ah, ça, c'est le gros sujet du droit à la déconnexion. Ça s'appelle pas devoir, mais je pense que c'est quand même une obligation. C'est à vérifier. Moi, je suis pas juriste, c'est à vérifier, mais toutes ces choses-là, je vous ai mis un lien là un peu plus haut de travail-emploi.gouv. Tous ces trucs-là, vos droits sont très bien répertoriés sur Internet. Allez regarder sur ce site, ça vous dira vraiment qu'est-ce qui est obligatoire ou pas. À mon sens, c'est un droit qui est en fait un devoir. À vérifier, mais je pense que c'est un devoir. Ouais. Et il me semble qu'une personne avait répondu. Enfin, n'hésitez pas à interagir aussi dans le chat si vous avez la réponse précise. Et donc, en autre question, on avait cette fois-ci de Xavier, c'est est-ce que l'employeur peut refuser la réduction du temps de travail à notre retour? Est-ce qu'on peut prévoir que cette réduction du temps de travail est sur une durée déterminée, par exemple? Alors ça, c'est pareil. J'ai mis la source sur ces sujets-là. Je pourrais pas répondre parce que je suis pas juriste. Tu as la réponse, Emmanuel? Moi, j'ai une partie de réponse. Dans le cadre d'un congé parental, on peut revenir à 80% et par exemple prendre 20% dans le cadre d'un congé parental. Ouais. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant, ça ne peut pas être refusé. Mais c'est pas une modification du contrat de travail. Non. Voilà. Ouais. Après, j'ai envie de dire tout se négocie. Mais regardez là sur le lien que je vous ai mis plus haut, sur les droits spécifiques sur le retour après le congé maternité, qui répond aussi aux questions. J'ai vu qu'il y avait eu des questions sur le rattrapage salarial et tout, c'est hyper bien encadré. Donc regardez, notamment j'ai vu qu'il y en a qui disaient mais comment est-ce que je le justifie? En fait, pas besoin de le justifier, c'est la loi. Donc il faut regarder la loi et la rappeler à son employeur s'il ne la connaît pas. Ce n'est pas impossible que juste il ne la connaisse pas. Et puis il y a aussi un deuxième outil qu'il faut que vous consultiez, c'est votre convention collective. Parce qu'en fonction de votre secteur d'activité, la convention collective va prévoir des droits additionnels pour votre cas. Okay. Ouais, bon à savoir, merci beaucoup. Est-ce qu'il faut montrer... Alors, on a une question de Lucie qui est faut-il mettre sur LinkedIn qu'on est en congé parental ou est-ce que c'est pénalisant? Et on va répondre encore à 2-3 questions parce que je vois qu'il est déjà 13h et que le temps est passé très vite. Mais moi, je dirais plutôt pas, Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses de le mettre sur LinkedIn? Je pense que en fait, tout le monde s'en fout, non? En fait, c'est plus de vous avec vous-même. Si vous avez envie de le mettre, c'est pourquoi? C'est pour justifier, du coup, des mois où vous n'avez pas été dans une entreprise. En fait, c'est plus la question se pose, à qui ça sert, ça? Et donc, plutôt pas. Ou a posteriori, si demain, vous voulez vous lancer dans quelque chose qui a trait à la petite enfance ou au bien-être des parents, ou voilà. C'est plutôt stratégique. Mais si c'est juste comme ça... Ouais, en fait, la question, c'est est-ce que ça apporte quelque chose sur l'histoire que vous avez envie de raconter avec votre carrière, quoi. Par exemple, au lieu de dire je suis en congé parental, vous pourriez très bien dire je tire un peu le fil, mais je développe des skills de multitasking. J'en sais rien, mais enfin, vous voyez un peu l'idée de faire en fait ressortir plutôt ce qu'elle vous a apporté. Versus de mettre je suis au chômage. Je tire le trait, mais c'est un peu ça la question quand on est employeur. En fait, ce qu'on a envie de voir, c'est en fait qu'est-ce que cette personne peut faire pour moi et pourquoi est-ce que son évolution justifie le fait que je la rencontre parce que on peut bosser ensemble. Et moi, j'aimerais rajouter une petite touche un peu positive et qui fera un petit clin d'œil à mes amis du bilan de compétences chance. C'est-à-dire que
Le pendant positif du Mommy Brain, c'est qu'on développe plein de soft skills, de qualité, orientée solution, empathie, patience, résilience. Et tout organisation. Ça, efficacité, et j'en passe. Ouais. Et donc, à un moment, c'est vraiment des forces que vous êtes en train, et des ressources que vous êtes en train d'acquérir au travers de ce congé parental. Et donc, vous reviendrez vraiment avec toutes ces cordes en plus à votre guitare, ce qui est quand même plutôt chouette. Trop bien. Merci beaucoup. Et on va prendre peut-être une dernière question. Et il y en a plein, donc c'est compliqué de choisir. Mais peut-être, il y a une question qui est revenue pas mal pour les auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses. Et je crois qu'Emmanuel, c'est ton cas. Est-ce que ces tips sont applicables pour les personnes qui se trouvent justement dans cette situation? Parce qu'on a pas mal parlé des femmes qui sont salariées et qui rejoignent donc leur retour au travail avec un employeur, mais quand c'est pas le cas, Alors, quand on travaille pour son propre biz, concrètement, je sais pas si on décroche complètement. Déjà, c'est le premier point. À un moment, c'est aussi compliqué de courir après les indemnités. Donc, on va pas se mentir, il y a un volet admin un peu lourdingue. Vous y avez droit, vous les aurez, on ne sait juste pas quand, sauf qu'avoir un trou de trésor de 3 mois, de 6 mois, c'est difficile. Il y a aussi des petites, alors je suis pas experte, mais je sais qu'on ne peut pas facturer, il me semble, sur la période où on est en congé mat. Donc voilà, il y a des petites choses pour éviter de vous griller et de vous sucrer votre congé mat à respecter. Maintenant, le point positif, c'est qu'il dit à son compte qu'il y a a priori une flexibilité et peut-être un retour qui peut un peu s'échelonner plus facilement. Mais ça dépend vraiment dans quel domaine vous êtes entrepreneur et j'ai pas une réponse qui va convenir à toutes. Mais vous avez droit à un congé maternité, même si vous êtes en entreprise individuelle ou en SASU ou en SAS, peu importe. Mais vraiment lire les petites lignes et ça va vous demander un peu de rigueur administrative. Merci beaucoup, Emmanuel. Et voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc moi, ce que je voulais vous dire en conclusion, déjà merci à toutes d'avoir été là. C'était un plaisir d'échanger avec vous toutes et un grand merci à Léonore et à Emmanuel pour vos partages et vos conseils. Et à toutes les femmes qui ont partagé leur situation en chat, bravo, vous êtes des queens et ça va le faire, il n'y a pas de raison. Le retour de congé mat, c'est une étape importante et du coup, on est contente de pouvoir vous partager donc ces conseils. En parallèle, si vous voulez poursuivre, on a aussi plein de ressources pour vous. Donc, je vais vous les partager en chat, mais que ça soit avec Chance pour faire un bilan de compétences, que ça soit avec Vox pour faire des formations, notamment pour alléger votre charge mentale. Ou alors, il y en a une autre qui est... Vous construire un meilleur équilibre pro-perso qu'on a créé aussi. Ouais, c'est les 2 formations Vox et bien sûr, il y a Mama Poa pour celles qui veulent tout concilier et qui veulent accompagner les femmes, et pour vous accompagner dans cette transition. Moi, je vous partage tous les liens dans ce chat et encore merci à toutes et j'espère à très bientôt.